Bon, faire progresser le tourisme, c'est un beau programme, non? On a la chance d'évoluer dans une industrie qui sait faire son introspection. Certains disent même qu'on a tendance parfois à s'auto-flageller. Alors, moi je me souviens que, déjà, on est aussi à présent aujourd'hui plutôt conscient des externalités négatives de notre industrie. Moi je me souviens effectivement qu'ici même, il y a un an, on présentait notamment les cas du CRTNA et de la DT64 qui mettent en balance des questions d'émissions de CO2 et d'impact économique pour faire des choix notamment de ciblage marketing. Et je vous invite effectivement à venir regarder en replay cet atelier qui était l'année dernière, qui était presque, on pourrait considérer une sorte d'introduction à ce qu'on va se dire cet après-midi, en tout cas une sorte de première partie. Et repenser ses cibles, c'est une chose, mais repenser ses messages, c'est encore autre chose. Et finalement, après avoir cultivé des stéréotypes pendant des années, c'est aussi au tour de la communication de faire, là encore, sa remise en question et de chercher à son tour à devenir, pourquoi pas, plus inclusive. Alors, si l'envie est là, pour le coup, les freins ne sont pas moins nombreux. On se retrouve notamment face à des récits dominants qui ont façonné notre imaginaire, qui continuent, certains d'entre eux, à façonner cet imaginaire collectif. Et il est parfois délicat et compliqué de déconstruire tout ça. Donc dans cet atelier, on va décortiquer ensemble comment est-ce que les nouveaux récits peuvent être de formidables outils pour justement faire progresser le tourisme. Donc sur scène, aujourd'hui, pour en parler avec vous, tout d'abord Laurence Giuliani, qui a fait des récits son fer de lance et qui a même rédigé un ouvrage sur le sujet, Les nouvelles narrations dans le tourisme et la culture, paru aux éditions territoriales. Et ça, c'est quand même super classe. Marjorie Tezilo, dont les talents de communicante s'expriment au quotidien dans l'agence Léon Travel et qui est aussi depuis récemment, animatrice de la fresque des nouveaux récits, qui là encore est un formidable outil que je vous invite à explorer, notamment avec vos équipes. Et enfin, Gérald Stein, qui est cofondateur de Léon Travel et dont on a toutes et tous obligatoirement déjà vu l'une de ses campagnes passées en communication touristique. Alors on va commencer par l'habituel retour vers le futur. Que disait-on du sujet il y a 20 ans ? Bien, bonjour à toutes et tous. On a fait l'exercice donc de se pencher sur ce que l'on disait du progrès touristique il y a 20 ans. Et bien en fait on en parlait en termes de taux d'occupation, de nuitées, de chiffre d'affaires. On parlait de volume et de quantité plus que de qualité et de valeur. Et donc, à l'instar des images que vous voyez s'afficher, donc les marques cultivaient le besoin, le désir, et donc entretenaient notre besoin de consommer. Et donc la communication, en fait, cultivait ces imaginaires de vacances idéales, le mythe des vacances idéales dans des pays lointains, sur des plages paradisiaques, qui plus est peut-être où on allait en avion. On parlait très peu d'inclusion, on parlait très peu de représentation des femmes, on s'en souciait peu, l'image des femmes était très instrumentalisée. On voyait aussi très peu de représentation de minorités. Et le carbone, on n'en parlait pas du tout non plus. C'est un sujet qui est arrivé un petit peu plus tard. Donc les choses ont changé, il y a des initiatives qui sont prises, on voit que les choses évoluent. Mais aujourd'hui, les initiatives sont assez dispersées. Et donc, effectivement, il y a des marges de progrès que l'on peut encore avoir. Et ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est des campagnes d'il y a 20 ans, c'est ça ? C'était ça. Ok. Alors, faire progresser le tourisme. Par quoi on commence ? Faire progresser le tourisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le progrès économique, créer de l'emploi, créer de l'activité économique. Il y a le progrès social, c'est faire partir plus de gens en vacances. On l'a vu hier, 40% de Français ne partent pas en vacances. Et il y a le progrès environnemental. Il faut essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Et il y a plein d'autres objectifs ou objectifs liés. Est-ce qu'il s'agit de mieux... enfin, il faut aussi mieux représenter les minorités visibles. Il faut peut-être réduire l'impact du tourisme sur la biodiversité, les habitants. Il y a des objectifs qui sont parfois contradictoires. Est-ce qu'il faut déspatialiser ou est-ce qu'il faut au contraire essayer d'envoyer plus de gens vers des lieux aménagés? Est-ce qu'il faut désaisonnaliser alors que certaines populations ne choisissent pas forcément leur période de vacances? Enfin voilà, donc tout ça, ce sont des choix qui sont faits par les territoires, par les politiques. C'est des vrais choix politiques au sens noble du terme. C'est pas un choix de communicants. La communication qui est souvent décriée, réduite à des 4x3, réduite à des techniques de manipulation pour faire acheter ce dont vous n'avez pas besoin, là, elle peut justement être très très utile à condition qu'elle se réinvente, à condition qu'elle s'emploie à d'autres choses, peut-être que se concentrer que sur les taux d'occupation, sur les taux de fréquentation, etc. Et peut-être que s'empare de nouveaux enjeux comme peut-être rendre les vacances sobres, plus désirables, voilà, un vrai enjeu de communication ou un vrai rôle intéressant à jouer. Alors, les nouveaux récits, en fait, on se parle de quoi, Laurence? Bonne question, Jamy. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses. Moi, je suis très touchée de vous voir toutes et tous là. En réfléchissant, je te remercie, Marjorie. En pensant à cette intervention, j'ai fait un truc que je fais habituellement pas trop. J'ai écrit ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, c'est pas un récit, mais c'est un peu une forme de récit. Puis, quand j'ai découvert qu'on était ici en Lamartine, je disais à l'instant, c'est chouette cet endroit, c'est un peu un cocon, c'est un peu un amphi de papa ici. Et je trouve que vraiment cette petite habillage bois, tout ça, ça nous met bien. Tu parlais de cette petite odeur un peu surannée là, voilà. Et donc je me dis, on est jeudi début d'après-midi, je sais pas exactement dans quel état vous êtes. Moi je pète le feu parce que j'ai été super sage hier soir pour être avec vous pleinement aujourd'hui, et donc je vous propose, voilà, moi je vous propose une lecture en fait. Donc installez-vous bien, confortablement. On va embarquer pendant quelques minutes ensemble sur ce sujet des nouveaux récits, nouveaux entre parenthèses, parce qu'on va le voir ensemble. Les récits, c'est une vieille histoire. Alors oui, changer la communication touristique, c'est changer nos imaginaires. Marjorie illustrait à l'instant l'imaginaire collectif il y a 20 ans. On voit bien à quel point cela a changé. Ces imaginaires, ils sont matérialisés sous forme de récits. Un récit, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une narration écrite. Ce qu'on lit dans nos manuels scolaires, ce sont des récits. Ça peut être également une image. Lorsqu'on voit Mitterrand et Helmut Kohl qui se tiennent la main à Verdun, c'est un récit. Ça raconte quelque chose. Ça raconte c'est le récit d'une réconciliation historique. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi on a besoin de ces récits? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Donc, je vous le disais, le récit, c'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire qui remonte finalement au premier mammouth à poil laineux qu'on a découvert sur les parois de la grotte Chauvet et qui aurait été peint il y a à peu près 36 000 années. Ces peintures rupestres, ce sont des récits. Ils remplissent d'abord des fonctions. En fait, en priorité, ils remplissent une fonction qui est celle de la survie. Elles permettent de transmettre des enseignements de chasse, par exemple, l'apprentissage de la chasse. Elles mettent en garde également les générations à venir face aux dangers, aux écueils qui les guettent. Et ces récits, ce sont aussi ce qui permet, comme le dit Yuval Noah Harari, je vous conseille vraiment la lecture de Sapiens ou son TEDx en 15 minutes, qui est très bien aussi. Dans son ouvrage Sapiens, il explique que les récits, c'est une manière de mettre en place une coopération entre les individus. Et c'est ce qui fait qu'on est en haut de la chaîne alimentaire. Donc on voit en quoi il s'agit vraiment de quelque chose de central. Coopérer, c'est opérer la survie de notre espèce. Et puis, les récits, c'est le propre de l'homme. Roland Barthes nous dit qu'il n'existe pas d'humanité sans récit. Romain Gary aussi nous dit qu'il n'y a pas de peuple sans imaginaire. Le langage, la langue orale, c'est ce qui nous a aussi permis d'aller plus loin dans ces narrations. Et puis c'est ce qui nous a permis de tenter de circonscrire dans ce monde des choses qui nous dépassent. Et donc là, il faudrait que je passe à la slide suivante, c'est ce qui se passe, c'est très bien. Alors qu'est-ce qui nous dépasse dans ce monde? Qu'est-ce qui nous effraie finalement depuis la nuit des temps? C'est la nuit, la maladie, la mort. Ce sont ces forces de la nature que nous, on ne maîtrise absolument pas, qu'on ne fait que subir.
et on va inventer des mythes pour tenter de les apprivoiser, de les circonscrire, de les faire un peu plus nôtres, déjà pour les rendre un peu plus entendables, supportables, pour moins les subir. Et puis ce récit va devenir une espèce de médiation pacificatrice. Ça fait un peu compliqué comme terme, mais pas du tout en fait. L'idée, c'est de faire un peu la paix avec ces forces de la nature qui nous dépassent, qui nous effraient, et nos fragiles conditions humaines. Alors, autour de ces mythes qui ont fondé nos sociétés, en fait, c'est ce qui nous permet de faire communauté. On peut inventer ce nous dans lequel on se retrouve, dans lequel nous nous retrouvons. Ce nous, il est forgé sur un socle de valeurs communes. Elles sont illustrées, exemplifiées par des récits. Et là, je parle de la Bible, du Coran, de la Torah. Je parle aussi de Carcajou, qui est le dieu animiste, un des dieux animistes des Inuits du Québec. Je parle de Fénois à Tahiti, ou je parle de Gaïa, encore dans la mythologie grecque. Ces récits, ils s'appuient sur les analogies, sur les métaphores, pour finalement modéliser un système de pensée et de valeurs autour desquels on est capable de se retrouver, autour desquels on est capable de faire société. Alors, si je reviens un peu plus près de nous et un peu plus dans un moment un peu plus contemporain, je peux prendre un autre exemple dans nos sociétés actuelles et vous dire que des narrations, en fait, on en croise tous les jours. C'est ce qu'on fait à la machine à café, c'est ce qu'on a fait ce midi en se croisant et en se racontant des histoires. Et c'est bien des histoires qu'on se raconte dans les couloirs du Palais Beaumont. Ces récits, ils ont un début. On a pris l'avion, c'était une vraie galère à l'aéroport, mais finalement on a trouvé notre hôtel. Cette micronarration, elle a un milieu. On a visité la Crète. Bon, franchement, Héraclion, c'est pas terrible. Et puis bon, en plus, je me suis fait un claquage au mollet à la piscine le dernier jour, c'était l'enfer. Et puis il y a une fin. Puis bon, une semaine, c'est trop court. On est rentré, mais bon, ok, on était ressourcés, mais on aurait bien prolongé quand même. Fin de l'histoire. Micro-narration. Qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette courte nouvelle de cette amie que j'ai croisée il n'y a pas si longtemps ? Elle m'apprend énormément de choses sur notre compatibilité sociale à lui et à moi. Elle m'apprend que, il prend encore l'avion, lui, pour aller 4 jours en Crète. Ok, pas très écolo. 2, elle m'apprend, on a fait Héraclion. Attends, il dit on a fait Héraclion, c'est complètement postcolonial, ça, comme façon de... bizarre. 3, ça m'apprend qu'il est parti qu'une semaine, et que finalement, il aurait pu partir peut-être plus longtemps, mais moins loin, et que peut-être ça aurait été plus respectueux à la fois de son rythme à lui, biologique, mais aussi du rythme de notre planète, dont on sait que c'est assez problématique. On voit bien, voilà, comment le récit est une huile qui nous permet à la fois de construire le nous, mais qui va aussi pouvoir construire le eux. À la fois, le récit, c'est ce qui nous permet de faire inclusion, mais c'est aussi ce qui nous permet de faire exclusion. Il ne faut pas l'oublier. Alors, à une échelle beaucoup plus vaste, on voit comment les récits ont un impact sur nos comportements, et la manière dont nous faisons société, notamment au travers de nos modes de consommation, et c'est là qu'on en revient un peu plus près de nous. Les modes de consommation, tu parlais tout à l'heure des récits dominants, Sébastien, ils sont complètement infusés par ces récits. On a ici 2 exemples de la force de frappe des récits. L'un au travers du soft power américain, où le cinéma a été vraiment une arme de propagande pour propager le American Way of Life partout sur la planète. Et puis un autre exemple, qui est là un exemple publicitaire, et qui montre comment grâce au storytelling, ce mot il est bien ancré, là ça y est maintenant dans le tourisme, on dit tous qu'on va faire du storytelling de territoire, etc. Le storytelling c'est un très bel outil, mais c'est aussi une manière d'imposer des marques de façon hégémonique. D'ailleurs, ces gens sont vraiment d'absolu génie, parce que quand on regarde la concurrence entre Pepsi et Coca, en fait, ils ont fait un storytelling du storytelling, c'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de mise en abîme, et en plus, rien ne marche mieux que le récit d'un conflit, finalement, si vous voulez. Enfin, regardez les séries sur Netflix, c'est ça qui fonctionne. Donc, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment des génies. Je parle des séries Netflix, je pourrais aussi parler de Roméo et Juliette, qui est un mythe qui fonctionne sur un conflit et qui a traversé les âges, qui est devenu un mythe. Alors, un mot rapide sur le contexte dans lequel ces récits agissent. Un monde qui va toujours plus vite, en fait. Et petit clin d'œil à toi, Sébastien, qui a partagé récemment sur LinkedIn un article l'autrice de cet article se compare à un hamster qui court comme ça dans sa cage.
inlassablement. Et en effet, nous courons toutes et tous après un énième shoot de dopamine provoqué par une notification, un rappel, un bip de n'importe quel acabit, finalement, qu'importe le grain, tant qu'il y a l'ivresse. En 2023, ce sont 500 millions de stories postées par jour, chaque jour sur Instagram. Ce sont 720 000 heures déposées chaque jour sur YouTube. 720 000 heures de vidéos. Donc le visuel que vous voyez là, c'est une série qui existe depuis un petit moment, qui a été produite par Arte TV, que je vous conseille absolument, qui s'appelle Dopamine. C'est une très courte série qui est d'une efficacité redoutable pour comprendre ces enjeux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est en panne d'attention. Notre attention, elle est complètement sursaturée, et donc son allocation, l'allocation de notre attention, elle a pris une valeur qui est considérable. On se rappelle le temps de cerveau disponible, ça n'a jamais été aussi vrai. Et d'ailleurs, on peut noter que les Anglais disent ils disent « to pay attention ». Ils allouent une valeur monétaire, en tout cas monétisable, à notre attention. Voilà, donc c'est un point de vigilance important que je voulais pointer. Puis maintenant, je voudrais conclure sur ce qu'on a vu plus tôt, ce qui démontre que les récits ont un réel pouvoir transformatif, en ce qu'ils matérialisent des imaginaires. C'est un mot qu'on commence à entendre là, imaginaire, et moi j'en suis vraiment ravie. Et du coup, je suis très contente d'être à tes côtés, Marjorie, parce que moi j'ai participé à une fresque des nouveaux récits récemment, et je vous enjoins vraiment à vous rapprocher de Marjorie pour savoir comment ça se passe et comment, enfin, pratiquer des fresques de toute façon, mais vraiment celle-ci, elle est très intéressante. Et on voit à quel point ces imaginaires il convient aujourd'hui, et c'est même plus que nécessaire, plus qu'urgent de les renouveler. Et j'ai envie de dire, notre maison brûle et on continue à avoir des publicités pour des vols low cost en direction de capitales européennes, etc. Donc, non contente d'avoir cité Chirac, je terminerai sur le fait qu'il est donc, je crois, de notre responsabilité commune de montrer qu'il existe d'autres imaginaires disponibles, de montrer qu'ils sont désirables et qui peuvent permettre d'avancer vers un futur à tout le moins souhaitable. Alors voilà, on se propose aujourd'hui d'essayer d'avancer ensemble pour créer un nouveau nous qui serait dépositaire de ce récit collectif pour un futur souhaitable, soutenable en tout cas, mais vraiment demain. Enfin, il faut vraiment qu'on y aille. Hein. Ce matin, peut-être que certaines d'entre vous étaient avec nous, on était en 2034. Là, il nous semble qu'on est sur des enjeux qui pèsent tout de suite maintenant. Voilà, donc on se propose de devenir ensemble les acteurs de ce changement. Merci. Bien, mais merci à tous et puis bonne... Non, pardon. Concrètement, Gérald, qui est-ce qui a la télécommande ? Hop, pardon, si vous voulez zapper. Concrètement. Donc, je remercie Aurélie Loubès qui nous a autorisé à parler de ce cas. C'est le premier récit de destination que nous avons le plaisir de dérouler, de créer et d'élaborer à l'agence. La Nouvelle-Aquitaine, je ne présente pas, c'est une très grande destination qui a beaucoup de destinations composantes qui sont de grandes marques de destination. L'engagement de la destination sur le tourisme durable est évident, il est très, très connu, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, premier nouveau récit, et quel était le brief ? Donc, le brief, c'était de faire un récit désirable. Donc, il s'agissait effectivement de créer, de rendre les vacances plus sobres, attrayantes. Déclencheur, parce que c'est un récit qui doit inspirer, inviter à la réflexion, mais qui doit surtout inciter à l'action. C'est pour ça que c'est un récit, mais c'est aussi des tutos, des guides, des cartes, des modes d'emploi, etc. Protéiforme, parce que même si on commence par un référentiel sous forme de texte, après, ça se traduit en publicité, en expérience, en narration, en histoire, en audio, en univers graphique, en éléments de langage, etc. Donc protéiforme et clandestin. Alors, on aime bien emprunter cette idée de pédagogie clandestine à Valérie Zoido. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une scénariste et auteure. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'écologie une fin en soi,
mais de la distiller, cet engagement, cette écologie, dans les personnages, dans leur psychologie, dans les décors, dans les arcs narratifs, etc. Donc c'est ça, faire de la pédagogie clandestine. C'est pas faire une campagne pour dire voilà, soyez plus verts, etc. Mais c'est de montrer des comportements. Tout ça est finalement tout à fait naturel. Tangible, parce qu'on ne voulait pas faire un récit futuriste. Il ne s'agit pas de faire de la prospective. On voulait partir d'un récit de choses vraies, de transitions in situ qui existent déjà, même si elles sont inégalement réparties pour l'instant. Mais voilà, donc un récit tangible d'un présent déjà désirable, pas seulement d'un futur souhaitable, et éclaireur, parce que le récit va aussi donner un nouveau rôle à la marque. Il y a plusieurs rôles possibles pour une marque de destination. Là, c'est un rôle de montrer, d'ouvrir la voie, puisque je le disais tout à l'heure, il y a déjà des marques composantes très fortes, les Landes, la Dordogne, etc. Et donc, comment est-ce qu'on s'y est pris ? On a commencé par la plateforme de marque. Et c'est vrai qu'on a eu un petit débat là-dessus. Est-ce qu'il faut commencer par la plateforme de marque ? Pas. Nous, à l'agence, c'est comme ça qu'on a commencé, parce que ça a permis de vraiment nous donner une boussole stratégique avec un travail sur l'ancrage, la personnalité, le champ de compétences, les valeurs. Enfin, vous savez tout ce que c'est qu'une plateforme de marque. Un combat aussi pour la marque. Et c'est ce qui nous a guidés après sur le récit. Et avec Thibaut Labbé, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur de Chiloé, qui est très engagé dans le collectif Itinéraire Bis, qui maintenant est scénariste, c'était la plume, le rédacteur de Chiloé, en tout cas au début. On a écrit le plan du récit autour d'une idée, d'un concept qui était la connexion. La connexion... voilà, on parle beaucoup de déconnexion. Là, on a pris le contre-pied, on a décidé de parler de la connexion pour se reconnecter à soi-même déjà, aux autres et à la nature. Donc on a réécrit l'ensemble de la présentation du territoire, de la destination, autour de ces idées, de cette articulation. Voilà un petit peu comment on s'y est pris. Tout ça, ça donne une nouvelle plateforme de marque, un nouveau manifeste, un nouveau récit. Donc c'est un texte assez long et un texte également pour chacune des 12 destinations composantes et des 8 destinations qui sont promues à l'international. C'est un nouveau choix d'expérience, c'est une boîte à outils de micro-contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tutos, des guides, etc. C'est une nouvelle ligne éditoriale et un nouvel univers visuel et icono. Donc work in progress, sous le contrôle de la directrice générale. Je lève un tout petit peu le voile parce que c'est pas fini, c'est pas tout à fait validé, on n'a pas encore fini tous les choix. Donc c'est juste une petite image qui illustre un peu des éléments de langage, des intentions. Mais voilà. Peut-être Aurélie, si tu veux en dire un mot également. Merci beaucoup. Donc Aurélie Loube, directrice du CRT Nouvelle-Aquitaine. On a été effectivement très très heureux de mener ce travail. C'était fondamental pour nous, dans le cadre de notre stratégie, de devenir, qui pose l'ambition, de devenir une destination exemplaire en matière de tourisme durable, et en même temps avec une position difficile. La Nouvelle-Aquitaine, c'est pas une destination, on a des destinations infra qui sont très fortes. Quelle est notre position ? Quelle est notre valeur ajoutée ? Et on est parti du principe de qu'est-ce que le territoire a apporté à ses visiteurs. On est parti de quels sont les bienfaits du tourisme, bienfaits économiques, on le sait tous, on a tous nos rankings, nos nuitées, etc. Mais la connexion, c'est né de là, en fait. Qu'est-ce que le territoire a apporté en valeur comme potentiel de connexion à la nature, potentiel de reconnexion à soi, potentiel de connexion aux autres. Et du coup, voilà, il y a eu tout le talent après de Léon et des rédacteurs pour aller travailler. Et un point aussi que je voulais insister, c'est sur l'aspect opérationnel. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu des expériences on a des magnifiques codes de marque, c'est super, on présente ça en AG, puis après on range ça dans le tiroir et c'est business as usual. On a l'identité visuelle, mais c'est tout. Et donc moi j'ai lourdement insisté, ça les a un peu titillés, mais lourdement insisté sur le fait de vouloir quelque chose d'opérationnel, d'où le fait on a une stratégie France qui repose en gros sur les marques de destination départementale et une stratégie internationale sur les marques de destination, des contrats de destination. Donc d'où les 20 destinations. On a un texte qui incarne ces destinations, donc soit à l'international, soit en France, qui tient compte des positionnements des marques départementales. On a interrogé tous les ADT sur comment ils présentaient, comment ils voulaient valoriser leur territoire. Et derrière, on va aller jusqu'à des présentations pour que chacun de nos collaborateurs,
qui soit chargé de filière, chargé de promo, chargé de marché, puisse vraiment prendre ça comme une base de travail pour aller présenter, raconter la Nouvelle-Aquitaine autrement. Et on va jusqu'à du PowerPoint, quelque chose de très opérationnel pour pouvoir s'incarner. Et on est dans cette phase de finalisation et alors on va valider ça auprès de nos instances et puis après diffusion auprès de l'équipe pour rendre ça tout opérationnel. Tu l'as pas dit, mais on n'a pas fait le choix aussi d'avoir une baseline ou une accroche. On a une collection qu'on va pouvoir activer suivant qu'on parle de connexion à soi, aux autres, suivant l'occurrence de prise de parole, etc. Donc c'est vraiment quelque chose une matière malléable, mais qui dégage quelque chose qu'on voulait retranscrire sur qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-Aquitaine et comment on veut que la Nouvelle-Aquitaine existe demain dans le paysage touristique. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Alors, du coup, les impacts, effectivement, de ces nouveaux récits. Marjorie, est-ce que c'est toi qui reprends la main ? Oui, je crois. Allez, ouais, je t'en prie. Oui, mais merci pour cette intervention et ça amène d'ailleurs le sujet sur le côté opérationnel et le fait que ces nouveaux récits, ils vont avoir un impact sur toute la communication, un impact réel sur la marque, sur le marketing, et sur les contenus et sur les moyens, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc c'est vrai que quand on parle de marque, on peut très bien partir du récit pour aller vers la marque ou de la marque vers le récit, effectivement. Pas vraiment de règles. Mais nous, on croit vraiment que les marques ont un vrai rôle à jouer dans la définition et dans la création de ces nouveaux imaginaires. Et d'ailleurs, ces nouveaux récits nous amènent à travailler aussi différemment, font évoluer les plateformes de marque, puisqu'on considère le client imaginaire d'une manière élargie. On ne s'intéresse pas juste aux touristes, mais on prend en compte aussi les habitants et toutes les parties prenantes. Ça vient aussi changer le combat, la mission de la marque, ses engagements vis-à-vis de son environnement, du monde dans lequel elle évolue. Et naturellement, ça vient changer aussi la promesse de marque et le rôle de la marque. Et donc on va, plus que une marque qui va juste pousser du contenu dans un objectif de visite, donc une marque monolithique, on passe vers un rôle de marque plus holistique et plus une marque éclaireur en fait. Une marque qui va raconter autre chose, qui va apporter un autre discours et qui va ouvrir vers un tourisme plus raisonné. Et on a l'exemple donc des Landes Atlantique Sud avec qui on a aussi travaillé l'année dernière. Et de cette promesse Demain commence avec toi, qui est une promesse très engageante et qui oriente autant le visiteur, le touriste, vers de nouvelles expériences, une proposition d'une nouvelle façon de vivre ses vacances, mais qui embarque aussi les habitants, qui sont soucieux aussi d'avoir un mode de vie, enfin, de préserver l'environnement dans lequel ils vivent, de préserver cet équilibre aussi. Et au-delà de ça, c'est cette promesse qui est une injonction aussi pour tous les acteurs du territoire, les stations aussi, qui sont rassemblés dans ce nouveau combat et cette nouvelle bannière de territoire-destination. Donc, et puis on peut voir aussi que c'est une promesse qui se traduit aussi dans cet univers qui est assez coloré, qui est frais, avec une iconographie qui est plus cool et qui donne envie en fait. Voilà, on peut vivre des vacances différemment sans que ce soit non plus contraignant. Donc on a travaillé autour d'une collection d'accroches avec un ton, un style qui sont le reflet de l'identité landaise et qui poussent de nouvelles expériences et de nouvelles propositions pour vivre ces vacances et découvrir le territoire. Voilà, je vous laisse les découvrir. Un autre exemple, c'est Porto Vecchio, qui après 30 années de croissance, pas forcément toujours bien canalisée, a vraiment, et c'était une demande aussi des habitants très très forte,
a souhaité se réapproprier son âme corse, sans folklore, sans tricherie, et avait un peu perdu de son identité, de ce qui fait sa singularité en fait de ce territoire, avec aussi une volonté, alors là, de mieux répartir les flux de visiteurs tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire, et non plus concentré au mois d'août sur le balnéaire. Donc là, il y avait un gros travail de changer l'imaginaire, et on peut voir là un autre exemple de marque où effectivement ce travail a été fait d'essayer de construire d'autres imaginaires de la destination. Deuxième impact, on a vu il y a un impact du nouveau récit sur la marque, impact aussi sur le marketing. Alors ça, c'est l'exemple du Tarn. Le Tarn, ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux. Ils avaient déjà, il y a 8 ans, fait la décision de se recentrer complètement sur les marchés de proximité et de dessiner une collection d'offres. Donc, stratégie marketing. Donc, c'est après avoir défini avec la marque comment je parle à mes publics. C'est vraiment ça le rôle de la marque, c'est créer du lien. Comment je leur parle. Là, c'est de quoi je leur parle. Et à qui je parle. Donc ça, c'est le choix marketing. Donc ce travail de design de l'offre, ça a permis de sélectionner, je crois, plus de 80 expériences sur le territoire qui étaient alignées avec cette promesse de marque, le Tarn nous veut du bien. Et 2023, virage, engagement très fort dans le tourisme responsable. Donc ça a été l'occasion de revoir complètement les critères de sélection de cette offre. Et du coup, on a complètement modifié l'offre promue. Donc un vrai travail d'enrichissement. Il y a des offres qui ont été écartées, il y en a d'autres qui ont été rajoutées pour répondre à d'autres critères comme le bas carbone, comme les circuits courts, comme l'accessibilité, les mobilités douces, etc., etc. Donc cette boussole, voilà, ça a été un outil. Et c'est un travail qu'on avait fait avec l'équipe d'ailleurs de My Destination. De Kern, pardon, il ne faut pas oublier. Et voilà, ça a aussi donné lieu à un nouvel univers de marque visuelle avec de nouveaux éléments de langage et de nouveaux types de visuels. C'est aussi dans le choix des actions marketing, de nouveaux partenariats qui ont permis effectivement de montrer que la destination, ça peut être cool, quoi, voilà, et que toute cette sobriété, elle peut être heureuse et qu'elle peut être sympa, et que ceux qui se sont engagés dans la promotion du train là, depuis quelques années sont en train de bien réussir ça, avec aussi l'autre exemple, c'est la micro-aventure. Donc voilà, donc c'est des exemples qui sont plutôt qui commencent à vraiment porter leurs fruits pour changer les imaginaires du tourisme. Autre exemple, ça c'est l'exemple peut-être économique, puisque là c'était de promouvoir une saison qui est plutôt propice à des vacances au sport d'hiver. C'était l'exemple qu'on avait fait avec la Manche, l'hiver à contre-courant. Et qu'est-ce qu'on peut donner? Un exemple social avec Vacances Bleues, qui se bat pour maintenir des tarifs accessibles. Alors c'est vrai que c'est dans leur ADN, c'est du tourisme social, etc. Mais c'est quand même assez remarquable de continuer à lutter pour accueillir tout le monde avec des prix accessibles et tout un discours de marque organisé là-dessus. Et troisième impact, les contenus. Les contenus. Eh ben c'est parti. Ça, c'est ce qu'on voit classiquement. Vous connaissez ces photos, vous les avez vues hier soir sur la presse de Alexia Sena pendant son 15 chrono. Je lui ai filé mes photos parce qu'elle me disait « T'as pas des photos un peu qu'on voit tout le temps ?» Je fais « Si, j'en ai. Elles sont prêtes, elles sont pour toi. » Alors, comme a pu le dire Alexia hier, et je le redis, on ne cherche pas à stigmatiser qui que ce soit, puisqu'en fait, tout le monde fait ça, donc c'est OK, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on voit sur ces photos, ces images, qui sont donc des récits, hein, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces images? Elles nous racontent que ces destinations, elles s'adressent à des personnes jeunes, blanches, qui ont l'air d'avoir un petit pouvoir d'achat sympathique, qui marchent sur leurs deux jambes, qui sont plutôt beaux gosses, on peut le dire. Voilà, c'est à peu près ça qu'on voit de manière générale. Est-ce que on est tous et toutes comme ça? Bof, pas vraiment. Donc on se dit que peut-être qu'il est temps, il a été question dans l'intro des minorités invisibles, allons-y.
Peut-être qu'on peut commencer à introduire de la diversité dans les images qu'on propose à nos visiteurs. Vous allez voir beaucoup de clichés de Raymond Depardon, fan ultime de ce photographe, et Maria d'ailleurs le citait hier. Donc c'est ce qu'on voit à gauche. Et à droite, c'est une campagne qui a été réalisée par la Suisse. Carte blanche a été donnée à 8 photographes de venir photographier la Suisse comme ils le souhaitaient, comme ils le sentaient. Et donc c'est un des clichés qui a été retenu dans la campagne qui a suivi, où là on voit bien aussi finalement dans les plans également, hein, où c'est pas le paysage qui est en premier plan. Souvent on a tendance à essayer de mettre en avant les atouts. Là c'est un peu plus le sujet principal autour de l'humain. Je trouve que voilà, il y a une forme d'audace dans cette photo qui est intéressante. Et puis celle de Raymond Depardon, quelle joie! Qu'est-ce que ça a l'air chouette de passer des vacances là, dans cet endroit. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'aller passer un moment aussi joyeux avec eux. Il y a un truc aussi sur le classisme, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'en effet, je le dis à l'instant, quand on fait des campagnes comme ça, dans la figure, on sent que les gens ont plutôt un bon pouvoir d'achat. D'ailleurs, ils roulent tous en combi VV. Ça coûte cher un combi VV. Hein. Ils sont tous à la Golden Hour en train de boire un Grand Cru Saint-Émilion. J'adore les Grands Crus Saint-Émilion. Et en fait, on se dit, mais ça, c'est aussi une photo de vacances. Ça aussi, c'est des personnes qui ont pris des congés payés et qui ont cassé leur PEL et qui sont allés prendre des vacances. Alors ouais, c'est moins sexy, mais c'est une réalité, quoi. Voilà. Donc peut-être on peut essayer de raisonner un peu différemment de ce point de vue-là. Et puis, Depardon again, en fait, là, on voit des photos, on voit des images de personnes qui sont plutôt issues de classes populaires. Et pourtant, ce sont de très belles images. Ce sont des objets d'art. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu fiers aussi, des fois, de porter un point de vue un peu différent et de venir sublimer des instantanés comme ça, qui en plus... Tu disais tout à l'heure, Gérald, tu disais ce terme de changer les imaginaires. Et c'est vraiment ça, c'est un moment... comment est-ce que, à un moment, une image peut devenir comme ça une espèce de Madeleine de Proust? Comment est-ce qu'elle peut... Enfin, je sais pas, mais moi, quand je vois ces photos, j'entends les cigales, je sens les odeurs. Enfin, il y a vraiment tout un univers qui est embarqué, je trouve. Casser les codes. Autre nom de cette slide, oser la couleur, mais c'est aussi casser les codes sociaux, parce qu'en fait là c'est une campagne qui je crois que c'est un croisiériste de luxe. Dans l'imaginaire du croisiériste de luxe, c'est pas des femmes noires en surpoids, coucou les guillemets. À un moment, ça a été de dire comment est-ce qu'on vient mélanger des codes sociaux auxquels on n'a pas l'habitude. On vient chercher à la fois à interpeller et à la fois aussi finalement à normaliser, parce qu'il est temps, je ne vais pas refaire le 15 chrono d'Alexia, je vous rassure tout de suite, mais il est temps qu'on avance sur ces sujets. Et puis, alors Lyon, j'avais puni Lyon sur la première slide, et là je leur rends hommage sur ce point de vue là où Lyon s'est autoproclamé comme Montréal d'ailleurs ville LGBTQIA+, et on a ici un tram qui est aux couleurs, donc ça rentre dans une campagne qui est aux couleurs des campagnes LGBTQIA+. Ce matin, pour celles et ceux qui étaient à l'atelier Futur et Vivre Ensemble, en 2028, Lyon s'est vu remettre le prix du tourisme inclusif aux ET 2028. Donc voilà, on s'est amusé aussi à se dire, mais comment est-ce que demain, ça devient aussi un critère discriminant, mais dans le bon sens finalement, que d'être plus inclusif dans sa communication et dans la manière dont on adresse nos cibles. Pour terminer, on parle de validisme. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'antivalidisme. À gauche, on a une image qui propose quelque chose qui est complètement absurde, parce qu'en fait, ce fauteuil ne peut pas rouler. Elle n'ira pas au Mont-Saint-Michel en fauteuil. Là, ça n'arrivera pas. Donc, d'un côté, il y a une espèce de fantasme, une espèce de truc qui est quand même un peu, du coup, au final, un peu déplaisant. Et puis à droite, la photo de droite, c'est sur un site de destination touristique qui dit « Venez, personne en situation de déficience visuelle, venez visiter ma destination, ça va être super ».
pardon, c'est moche ce bus, on est d'accord. Moi, j'ai pas envie. Enfin, j'ai trouvé ça très étonnant. Parce qu'en fait, ils voulaient dire, venez, on est handicap friendly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bus dans lesquels... Enfin, c'est très bizarre. Donc, pourquoi est-ce que... Et souvent, on le voit aussi sur les équipements PMR. Je ne sais pas si vous avez vu, souvent dans les hôtels, la chambre PMR, elle est dans un espèce de lino bleu pastel, très très laid. Enfin, pourquoi le beau, c'est réservé à certaines? C'est très bizarre. Enfin, moi, ça me questionne en tout cas. Surtout qu'en réalité, on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a quand même d'autres manières... Je me suis auto-spoilé ma slide, excusez-moi. Donc j'avais puni Bordeaux sur la première slide, et là je leur rends ce qui leur appartient. Bordeaux fait d'énormes efforts sur la question de l'accessibilité, et notamment en montrant des images beaucoup plus finalement d'un quotidien en 2024, où des personnes en situation de déficience auditive ne sont pas forcément... des gens qui sont stigmatisés dans un handicap qu'on rend visible, alors que ça n'a pas d'intérêt, puisqu'en fait, chacune a aussi le droit à sa singularité. On disait ce matin, par quoi est-ce qu'on se détermine? On ne se détermine pas par son handicap en réalité. Donc percevons autrement et montrons autrement les handicaps, surtout que, me reprends ma slide que je m'étais auto-spoilée, on s'est rendu compte qu'on pouvait porter un handicap et être sacrément badass. Merci. Merci Laurence et bravo. Laurence, j'ai une petite question pour toi. Donc on voit là, on part tous de loin sur les contenus. Je pense que on a tous envie effectivement d'y aller dans une approche qui soit effectivement plus inclusive. Et le risque, c'est finalement de se dire oui, mais est-ce que je vais pas tomber dans du social washing? Est-ce que je me mets pas en difficulté à vouloir aller sur ces sujets-là que je maîtrise pas complètement? Et voilà, c'est quoi finalement? Comment on peut éviter cet écueil, tout simplement? C'est quoi le how-to, quoi? En fait, l'écueil, c'est de réfléchir entre nous. C'est de croire que... Parce que si nous quatre, là, par exemple, on se dit, vas-y, comment on pourrait faire pour inventer différemment? En fait, on va, nous, trouver des solutions de blanc, valides, un peu bourgeois, CSP+, et en fait, nous, on a un énorme biais. Donc, en fait, quelle que soit, finalement, la cible que vous souhaitez adresser, entourez-vous des personnes concernées. C'est tout. Et il y a vraiment ce qu'il faut en la matière, des associations d'usagers, d'usagères, des associations en tout genre. Vous avez chacune sur vos territoires des interlocuteurs, interlocutrices qui sont les personnes concernées. Et vraiment, alors oui, ça prend un peu plus de temps, évidemment, mais c'est vraiment... Enfin, tu vois, c'est ma réponse. Merci. Gérald, tu voulais nous parler de... Savoir Mont Blanc? Non, il y avait juste cet exemple également d'impact sur les contenus et qu'on produit, avec ce choix assez courageux de Savoir Mont Blanc l'année dernière de mettre vraiment tout leur budget, tous leurs moyens, tous leurs efforts de la campagne qui est habituellement une campagne hiver qui met en scène des skieurs, de la luge, des sports d'hiver, de la raclette, de la fondue. Ce que font à peu près toutes les stations maintenant. Donc là, la destination Supra, donc Savoie Mont Blanc, et d'ailleurs petite tristesse aussi bon, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils créent 2, c'est l'été, bon, peu importe. Donc Savoie Mont Blanc avait fait ce choix de communiquer que sur le handicap, de communiquer sur l'accessibilité difficile parfois de la montagne aux personnes en situation de handicap. Et voilà, je trouvais que c'était un choix assez courageux de leur part, de faire ce pas de côté, se dire les autres font la promo du ski, donc nous on va prendre un autre, on va aller sur un autre registre, un peu plus important, plus durable, plus long terme. Et Polo, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le petit garçon de Matt Charland qu'on avait déjà accueilli pour un film il y a quelques années, il y a 5 ans, en Savoie Mont Blanc, qui avait fait un super film, qui est canadien, québécois, et qui a un petit garçon qui a un handicap, qui a eu un accident, un virus très, très, quand il était tout petit, et qui aujourd'hui a quelques difficultés, mais c'était pour montrer à quel point il pouvait vivre, et comme la montagne pouvait l'accueillir, et qu'il pouvait vivre des moments super heureux en montagne. Ton micro est éteint. Ouais.
Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que, en fait, on était totalement en phase avec la promesse de la marque aussi. C'était les explorations infinies pour tous. Donc, Oui, exactement. ça. Et c'est une histoire vraie, surtout. C'était pas fake, c'est lui qui a fait le film, il a mis toutes ses tripes, 6 mois de montage, tellement il y a eu de versions, d'améliorations continues. Enfin voilà, il s'est vraiment pleinement investi dans ce projet. Merci. Alors, parmi vous, est-ce que certains, effectivement, ont déjà embarqué sur ces sujets, ont des intentions, soit des questions à poser, soit envie de partager ce qu'ils ont déjà entrepris eux-mêmes sur leur territoire? Aurélie? Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ça m'interpelle beaucoup et je voulais vous partager une expérience. Il y a 2 ans, on a eu l'occasion de faire une campagne télé. Alors, c'est pas si souvent, et on a fait un spot télé qui voulait justement illustrer, on n'était pas encore dans le travail, mais on avait déjà notre ADN, notre stratégie, et on voulait illustrer plutôt le hors-saison, plutôt, là encore, pas faire Poitiers, Bordeaux, La Rochelle, Biarritz, etc., mais plutôt ce que le territoire avait à offrir, ce qu'on pouvait pratiquer, etc. Et on a fait un spot qui était tourné à l'automne, donc temps plutôt gris, avec des surfeurs qui n'avaient pas 35 ans et qui n'étaient pas super bodybuildés, c'était plutôt des soixantenaires, avec 2 femmes, on ne savait pas trop si c'était un couple, si c'était voilà, un papa et sa petite fille, enfin papa seul avec sa fille, etc. Juste la vraie vie. Et en fait, il y a eu 2 réponses. Il y a eu ceux qui m'ont appelé en me disant « Oh, j'ai eu la chair le poule, j'avais la larme à l'œil, c'était super émouvant, bravo, super merveilleux ». Et des prestataires qui nous ont appelés en disant « C'est quoi ce truc ? Il n'y avait pas de soleil, les gens n'étaient pas en maillot de bain, ça ne fait pas du tout envie. Ils étaient avec leur anorak en train de manger leurs huîtres sur le bassin d'Arcachon. Ils sont en vélo et il pleut. Voilà. Donc je veux dire, la difficulté, en fait, donc on a tenu, enfin elle a été faite, mais c'est pas si évident et c'était pas voilà, on n'avait pas coché toutes les cases de la mixité, le handicap, etc. C'était assez subtil, mais effectivement il n'y avait pas ce côté waouh, il n'y avait pas l'effet drone avec les belles destinations, la petite musique, voilà. J'ai un autre département de Nouvelle-Aquitaine qui en même temps a sorti une campagne, c'était ça, et tout le monde a applaudi et moi ça m'a fait bizarre et c'était même violent en fait d'essayer d'incarner tout ça et de se dire on a une responsabilité sociale, environnementale. Et du coup, alors c'était pas unanime, hein, c'était même mineur ce type de retour, mais c'était les prestataires. Et donc ça veut pas dire qu'il faut lâcher, surtout pas, mais c'est pour dire que c'est pas facile et qu'on peut être confronté à ça. Il faut s'y préparer, il faut argumenter et surtout il faut tenir bon sur on a une vraie responsabilité. Aurélie, merci beaucoup pour ce témoignage parce qu'il montre notamment 2 choses. Il montre la résistance au changement. C'est terrible. Et on est ici pour modifier, transformer, changer ces imaginaires, mais c'est un travail de longue haleine et on ne lâche rien, en effet. Et tu disais c'est violent, mais en fait c'est violent pourquoi ? Parce que ça fait appel, on voit la question des biais cognitifs. Il y a plein de biais, on a plein de biais, c'est l'enfer, ces biais. Mais ils sont là, donc ok, allons-y. Il y a un biais qui est le biais de conformisme. En fait, quand on dit ouais, les gens c'est vraiment des moutons, mais non, c'est pas des moutons. Les gens, c'est nous toutes et tous, on a tous des biais, et ce biais de conformisme, il est terrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a parlé là du nous au début. En fait, ce nous, il nous rassure terriblement. On en a besoin, on l'a vu. Et donc, si d'un coup, on se met à faire pas exactement comme les autres, au collège, pas avoir les mêmes habits de marque, machin, tout ça, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que si d'un coup, en tant que destination, on se met à faire une campagne de promo qui ne ressemble pas à toutes les autres, bah, on prend le risque de ne plus être dans le nous, mais d'être d'un coup dans le eux. Et évidemment, enjeu économique derrière. Donc on rajoute sur la pyramide de Maslow là, un besoin super primaire qui est de dire les prestataires, eux, bah, c'est leur fonds de commerce, hein, clairement. Donc si vous sortez en effet des habitudes, tout ça fait que voilà, c'est long. Je le redis, je suis désolée, mais je suis tellement heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses parce que je me dis, on va y arriver à le faire, quoi, à changer tout ça. Donc, merci pour ce témoignage parce qu'il est très éclairant. Du coup, bonjour. Donc moi, je viens du Loir-et-Cher. Je suis consciente que les 3/4 d'entre vous ne savent pas où c'est. On a Chambord, Beauval, Cheverny. Voilà, ça aide un peu à situer.
En fait, moi, je réagis parce que la présentation, ça m'a fait tilt. On se targue dans le Loir-et-Cher d'être la première destination de la région pour la valorisation du tourisme et handicap. On a une personne dédiée qui va labelliser, qui va voir et tout ça. Et en fait, dans notre récit, nos images, nos récits pour le handicap sont juste dans l'onglet tourisme et handicap. Et en fait, c'est pas du tout inclus dans le reste de notre communication. Je réalise que toutes nos photos, ce sont des blancs, friqués probablement, je sais pas, très peu de jeunes. Alors bien sûr, on a une présidente qui veut qu'on rajeunisse la destination. Voilà, avec des arguments qui sont les siens et qui, heureusement, on va pas les suivre parce que ça va être compliqué. Mais c'est vrai que, en fait, voilà, c'était juste pour réagir sur le fait que des fois on se pense sur le bon chemin et en fait, non, on s'auto-arrête tout seul en gardant tel public sous tel onglet et on va pas mettre des photos diversifiées dans les autres alors qu'en fait on pourrait très bien le faire. Là maintenant je me dis j'ai pas de frein à dire que telle ou telle activité elle est en fait praticable par plein de gens mais on le fait pas et du coup ça va peut-être ouvrir des discussions aussi avec les collègues pour dire ouais en fait notre inclusion on est peut-être les premiers de la région pour le tourisme et handicap, mais on laisse les handicapés entre handicapés. Alors qu'en fait, les handicapés, en plus, si on veut reprendre un peu nos images et notre iconographie, à côté d'un fauteuil, il y a toujours un valide. À côté de quelqu'un qui va toucher du braille, il y a toujours quelqu'un qui voit clair à côté. Donc pourquoi garder cette communication-là derrière cet onglet tourisme et handicap, alors qu'en fait, la plupart des gens sont accompagnés de personnes tout à fait valides qui vont être intéressées vers le reste de l'offre. Donc voilà, et ça, c'est mon petit tilt. Voilà, merci. Bravo et merci. Et en lien justement avec le fait de rajeunir les cibles, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais Aurélie, parce que je me souviens de ce film, l'avoir présenté en donnant un cours à des élèves en master, donc de la Gen Z, en leur disant regardez une destination qui montre une certaine vision de la destination plus inclusive, etc. Et je me souviens qu'ils m'avaient regardé en mode ok, c'est juste normal en fait ce qu'ils font quoi. Et en fait il y a peut-être aussi une question générationnelle de se dire je pense que ces nouvelles générations qui arrivent ils sont probablement beaucoup plus à l'aise sur le sujet, beaucoup plus avertis, ils se sentent beaucoup plus concernés et je pense qu'on a vous toutes et tous, vous avez envie d'aller travailler aussi sur ces nouvelles générations et ces sujets-là, à mon avis, ils sont pour le coup plutôt percutants auprès aussi de ces publics-là. Oui, merci. Non, simplement, les interventions de mesdames et de vous-même me font penser en fait que je rapproche cet atelier d'un pitch d'hier sur la mobilité par le train. En fait, et je connais pas évidemment je connais personne, donc je connais pas le niveau de responsabilité de chacun ici, mais je pense qu'on est plutôt du côté opérationnel et je pense que même si on est imprégné de nouveaux récits, si on a envie de faire progresser le tourisme, la société, le vivre ensemble, etc. C'est comme hier pour les voies ferrées, si on n'a pas des décideurs qui nous disent on va vous construire la voie ferrée, ou on va la remettre en état, ou on va en créer une autre. C'est-à-dire dans le tourisme, si on ne veut pas tout simplement voir des personnes, des minorités, des pas de côté, des outsiders, etc. On a beau être imprégné nous. Opérationnellement de plein de bonnes volontés, des fois c'est assez difficile. Alors voilà, on essaye de faire un peu ce qu'on peut, mais comment dire, malheureusement ça repose aussi. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, tout dépend de la place qu'on met, le poids qu'on donne aux prestataires et aux acteurs professionnels et aux politiques. C'est-à-dire que souvent, les politiques veulent voir leur destination telle qu'ils la rêvent et ne pensent absolument pas à leurs clients. Et ne pensent
n'ont jamais fait de marketing et ne raisonnent jamais en termes de cible. Et donc, parfois, c'est difficile justement de les faire progresser sur ce système vraiment de ciblage et de diversité. Bah moi, j'aurais qu'un mot, révolution. Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Ouais. Il y avait absolument. Et puis je pense que là, pour le coup, on ne dit pas qu'il faut poser des rails et construire des gares, quoi. On dit juste qu'on peut tourner l'appareil photo dans un autre sens. Mais tu veux réagir? Non, je voulais faire un retour d'expérience de l'écriture de notre récit de destination pour le Pays Basque. Donc, je suis Émilie Roy, je travaille pour l'ADT 64 et sur le rôle des prestataires. Donc, nous, on vient de terminer notre récit et vous faire ce retour d'expérience. Nous, d'abord, ce qui m'étonne, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas de campagne de com. On a travaillé, ça fait 1 an qu'on travaille sur le récit de destination et justement, on a travaillé avec les sociopros, les élus en comité politique et les offices de tourisme du Pays Basque, tous ensemble dans des ateliers qu'on a menés nous-mêmes en interne. On a fait appel à une agence juste en design thinking pour nous aider dans les ateliers. Ensuite, on a fait appel à une agence pour la réalisation d'une vidéo qui transmet ce récit de destination, qui est un récit, un vrai récit, que je vous invite à aller voir sur protourisme64.com. Cette vidéo, c'est absolument pas une vidéo promotionnelle, c'est une vidéo de 2 minutes qui transmet en fait les valeurs vraiment qui ont été hyper partagées sur un territoire qui est un peu quand même avec une identité extrêmement forte, avec, vous doutez bien, un ancrage culturel assez complexe. Et donc du coup, cette vidéo, elle n'est pas promotionnelle aujourd'hui. Elle n'a qu'un but, c'est de partager et que les sociopros s'approprient ce récit. Et aujourd'hui, on en est au stade de la diffusion de ce récit et de cette appropriation qu'on a diffusée avec nos partenaires, même le CRT, les sociopros, pour que, avant tout, voilà, on a un peu commencé les campagnes de com, nos offres sont en lien avec ce récit de destination, ce récit qui partage les mêmes valeurs que ce que vous venez de dire, hein, du flux, du durable, et des particularités que sont les nôtres sur la transmission, les générations. Voilà. Nous, sur l'inclusif, on a pris un petit garçon au lieu d'une petite fille pour la danse basque, on a pris une agricultrice plutôt qu'un agriculteur, il y a les 3 générations. Et en fait, chaque choix a vraiment été pensé en collectif pour ça. Et ensuite, on passera à une campagne de com, comme on a vu là. Mais on a vraiment pris plus d'1 an pour travailler ça. Voilà. Merci pour ce... Si je peux juste... je trouve ça très intéressant, justement, d'associer les socioprofessionnels dès le départ, en fait, à la démarche. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on tend à faire, hein, puis dans les ateliers, là, sur le récit... on travaille en groupe, un groupe de travail pour que tout le monde soit rassemblé, fédéré autour de cette démarche. Et c'est vrai qu'en fait, il faut bien réaliser qu'on est tous sous le joug de décennies en fait, d'imaginaires qui nous ont vraiment instauré sur des normes sociales auxquelles on se raccroche tous. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps pour s'en défaire et qu'on peut parfois avoir des réactions comme vous aviez pu les avoir assez... réactionnaire en fait et mal approprié en fait par rapport à ces récits. Donc merci pour ces contributions, je trouve ça très intéressant. Et puis effectivement un des enjeux aussi hein, de ces nouveaux récits, c'est l'appropriation aussi par nos communautés et peut-être aussi savoir outiller nos communautés pour qu'ils s'approprient le message, pour qu'eux-mêmes le reprennent, le diffusent, soient porteurs de ces messages, soient contributeurs, des vrais enjeux aussi autour de tout ça. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est presque encore un autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres témoignages? Il nous reste 1 minute, 50 secondes exactement. On reste là-dessus. Merci à tous, merci à toutes et tous. Merci beaucoup.